Sade est en cavale et commet un nouveau délit. Dans sa fuite en Italie, il a entraîné sa belle-sœur, la chanoinesse Anne-Prosper de Launay, la grande passion de sa vie. Le scandale est énorme. Extrême en tout, d'un dérèglement d'imagination sur les mœurs qui de la vie n'a eu son pareil, hâté jusqu'au fanatisme, en 2 mots, me voilà. Et encore un coup, tuez-moi, ou prenez-moi comme cela, car je ne changerai pas. C'en est trop pour sa belle-mère. Irréductible comme lui, elle s'acharne à le poursuivre. Venise, Florence, Rome, Naples, l'Antiquité, le Vésuve. Sade attrape tout dans un dernier tourbillon de liberté. Sa cavale va durer 5 ans. En juillet 1776, Sade rentre à Lacoste, où il se dérobe à la justice et à sa belle-mère. Mais le 13 février 1777, elle réussit à le faire arrêter par lettre de cachet du roi, une lettre qui permet son incarcération immédiate sans jugement. Il est emmené au donjon de Vincennes, forteresse royale à quelques kilomètres de Paris. Les portes du cachot numéro 6 se referment sur lui. Il a 37 ans. Il devient Monsieur le 6. Emmuré dans une cellule de 15 mètres carrés, humide et sombre, Sade l'excessif est livré à lui-même. Il a tout de même droit à quelques privilèges dus à son rang. Il a parfois un domestique, il a des meubles, il a ses meubles, hein. Il a une bibliothèque qui reconstitue, mais il est enfermé tout seul. Hein, il dit enfermé seul, un libertin. C'est la pire des condamnations. Hein. Il est condamné à l'auto-érotisme, hein, mais ça ne va pas bien loin. Il fait venir du petit matériel, on dirait aujourd'hui. Il appelle ça mes prestiges. Il se retrouve doublement incarcéré dans sa cellule, puis incarcéré en lui-même. Donc son exutoire, ça va être l'écriture. Très vite, l'écriture prend toute la place. Elle est d'abord intime, épistolaire. Sade écrit jour et nuit à sa femme, son seul lien avec l'extérieur. Il lui envoie des lettres qui jouent sur tous les registres. Amoureuse, Je suis d'écrire ce soir, en train comme une bête, comme un âne, comme un étalon espagnol. Ainsi, je vous salue. inflexible, Ma façon de penser est le fruit de mes réflexions. Elle tient à mon existence, à mon organisation. Je ne suis pas le maître de la changer. Je le serai, que je ne le ferai pas. Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur. C'est celle des autres. Au total, 500 lettres seront écrites au cachot qui constitue l'une des plus belles correspondances de la littérature française. Sade, c'est une écriture qui est peut-être la plus belle écriture du XVIIIe. C'est une densité et en même temps d'une légèreté. C'est la langue des Lumières portée à son incandescence. Mais au fil des mois, l'angoisse le ronge et son écriture épistolaire ne suffit plus à la contenir. Enfermé par lettres de cachet du seul fait de l'influence de sa belle-mère, il pressent qu'il ne sortira pas. Et cela le rend presque fou. Il attend d'être libéré, il ne l'est jamais. Il est livré à lui-même, donc il sent son corps qui explose. Son corps et son esprit, hein, qui, si je puis dire, prennent toute la pression de ses inquiétudes et de ses angoisses. Ce bouillonnement intérieur, et c'est quelque part le résultat du constat qu'il fait qu'il ne sortira quasiment plus de prison, qu'on a décidé à le tenir enfermé et qu'il va rester définitivement enfermé. Et ça fait exploser le volcan intérieur. Sa folie prend la forme d'une manie obsessionnelle, le chiffrage. Il cherche, tel un oracle, son avenir dans des chiffres improbables. Il délire. Il interprète les lettres qu'il reçoit
comme cachant des chiffres donnant la date de sa libération. Il est au bord de la folie. Et ça, c'est quelque chose de très, très émouvant, de voir comment il est atteint et comment il a la force de ne pas sombrer. La littérature le sauvera. Sade échappe à la folie qui le guette par la création d'un univers imaginaire. La mutation est faite. À plus de 40 ans, il devient écrivain et ne cessera d'affirmer par la plume son insoumission et sa radicalité. Il a trouvé le moyen d'échapper à ses bourreaux grâce à l'écriture. Une façon d'affirmer une parole qu'on ne pourra pas faire taire. Le 29 février 1784, Sade, incarcéré depuis 7 ans déjà, est transféré du donjon de Vincennes à la Bastille, autre prison royale qui domine les faubourgs populaires de l'est de Paris. Depuis qu'il est embastillé, sa fantaisie littéraire explose. En octobre 1785, au cœur de la nuit, il finalise dans le plus grand secret la rédaction des 120 journées de Sodome ou l'école du libertinage, sa première grande œuvre. Avec ce texte, il entend détruire la civilisation qu'il a mise en prison. Il prévient dans sa préface. C'est maintenant, ami lecteur, qu'il faut disposer ton cœur et ton esprit au récit le plus impur qui ait jamais été fait depuis que le monde existe. Imagine-toi que toutes jouissances honnêtes seront exclues de ce recueil. Lorsque tu les rencontreras par aventure, ce sera toujours accompagné de quelques crimes ou coloré de quelque infamie. Les 120 journées de Sodome, c'est une fiction d'enfermement. La métaphore de son propre enfermement. Dans ce texte, Sade met en scène 4 piliers de la classe dominante de l'Ancien Régime. Un juge, un homme d'église, un duc et un financier qui se livrent aux pires perversions sexuelles. Ce sont 4 libertins qui vont partir vers un château perdu au fin fond de la forêt noire. Le château de Sealing. Ils arrivent là-bas au début de l'hiver et finalement tous les voies d'accès au lieu se coupent. Ils détruisent un pont-levis, ils murent des entrées, la neige tombe et rend tous les chemins impraticables. Le lieu est dans une sorte de presque de berceau de falaise, donc d'arêtes qui en rendent l'accès complètement inaccessible. Tant et si bien qu'à la fin, ça dit que seuls les oiseaux pouvaient encore accéder au château de Sealing. Ces 4 libertins tout-puissants vont vivre en autarcie pendant 4 mois. Novembre, décembre, janvier, février. Avec du petit personnel, des petits garçons, des petites filles, ce qu'il appelle des footeurs, des malabars, et des maquerelles, des femmes qui sont censées incarner tout le savoir concernant les passions humaines. Tout ce qui se fait dans l'ordre de la sexualité. Le texte entremêle le récit minutieux de ces perversions sexuelles à leur mise en œuvre sur 42 victimes soumises au pouvoir absolu des débauchés dans un crescendo de violence. Au début, il s'agit de masturbation, de manipulation. Selon la tolérance de chacun, on peut accepter, mais on est pris par un engrenage où l'on passe de ce qui est pour les uns acceptable à des choses qui le sont moins, puis qui ne le sont plus du tout. Et on va vers les passions sanglantes et meurtrières, et on finit
par quelque chose d'impensable. Le récit se rompt brutalement, comme s'il était impossible d'aller plus loin. Texte inachevable, les 120 journées de Sodome se transforment en un catalogue d'horreurs. Et la fin du livre, c'est même plus une énumération, c'est un bilan comptable. Voilà le nombre de personnes qu'il y avait au début, voilà le nombre de personnes qui restent à la fin. Il n'y a aucun texte littéraire au monde qui fonctionne de cette manière. Totalement irréaliste, cette œuvre est une sorte de fable diabolique qui décrit un enfer triomphant pour mieux dénoncer la violence d'État exercée là par 4 représentants de l'Ancien Régime. À mon avis, c'est une charge contre tous les régimes. C'est une charge contre tout ce qui oppresse, c'est une charge tout ce qui cadre de trop. C'est une charge contre tous les modes de censure, soft ou violent. C'est vraiment une charge contre tout ce qui empêcherait l'homme d'aller vers une forme de liberté. C'est aussi une mise à nu de la violence et des pulsions qui nous habitent tous, jusqu'au plus criminel. Ce que Freud, un siècle plus tard, étudiera à travers la psychanalyse et la psychopathologie, l'étude des perversions sexuelles. Le crescendo terrifiant dans les 120 journées de Sodome, c'est que les objets sexuels ne sont plus des êtres humains. Ils subissent des pulsions sexuelles qui vont être déchargées de leur érotisme au point d'être des pulsions purement de destruction. On a dans l'humanité une force de destruction de la nature et de destruction même de l'espèce qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui en permanence. Et là, je trouve, Sade est un visionnaire comme il y en a peu. Avec cette œuvre, Sade opère une saignée dans la philosophie des Lumières. Voltaire avait détruit la religion, Rousseau la monarchie. Sade, lui, nous rappelle de quelle nuit inquiétante viennent nos désirs. Pour que ce texte brûlant échappe à la censure de ses geôliers, qui fouillent régulièrement sa cellule, Sade imagine un stratagème. Il le recopie avec méticulosité sur des petites feuilles de papier très très fin qu'il colle les unes au bout des autres, recto verso, pour en faire un rouleau et qu'il cache quelque part dans sa prison. C'est entre les pierres de sa cellule que Sade dérobe au regard de ses gardiens son précieux manuscrit. Et, le 2 juillet 1789, quelques jours avant la prise de la Bastille, il transforme son pot de chambre en porte-voix et appelle à l'insurrection. Sade ameute les gens du faubourg Saint-Antoine pour leur dire « venez nous libérer, on nous égorge », avec son pot de chambre. Donc le directeur de la Bastille demande l'autorisation de faire partir ce prisonnier parce qu'il est en train de mettre le bordel. Dans la nuit, Sade est transféré à la prison de Charenton. Le 14 juillet, lors de la prise de la Bastille, il n'est plus là. Les insurgés pillent la prison et en son absence, sa cellule est mise à sac. Le manuscrit des 120 journées de Sodome, cette œuvre inouïe qui lui a tant coûté, disparaît, ainsi que d'autres œuvres écrites dans la foulée. Toute sa vie, Sade sera dans le deuil de ce texte qu'il pense détruit à jamais. Dans une lettre à son notaire, il écrit alors « Mes manuscrits, sur lesquels je verse des larmes de sang. On retrouve des lits, des tables et des commodes, mais on ne retrouve pas des idées. » Or, son manuscrit n'a pas été détruit. Récupéré lors de la prise de la Bastille et immédiatement revendu,
il disparaît des radars pendant plus d'un siècle. Ironie de l'histoire, ce brûlot refera surface chez un psychiatre allemand. Celui-ci édite la première version des 120 journées de Sodome sous le pseudonyme d'Eugène Duren. En 1904. Mars 1790. Les lettres de cachet, symbole honni de l'Ancien Régime et de l'arbitraire royal, sont abolies par la Révolution. Et le 2 avril 1790, Sade est enfin libéré. Il a presque 50 ans. Abandonné par sa femme, ruiné, obèse, il n'a plus rien du jeune et fringant aristocrate qu'il était. La prison l'a métamorphosé, mais elle a aussi fait de lui un écrivain. Un écrivain qui devra désormais vivre de sa plume. Dans un monde qui vient d'anéantir les privilèges de sa caste, Sade doit tout recommencer.